Bon, dans le titre, je vous promets une folle semaine. En fait, elle était pas si folle. C'est juste pour faire un jeu de mots avec la folle journée de Ferris Bueller. Je sais pas si vous connaissez ce film. Film des années 80, précurseur du teen movie, fait par John Hughes, qui avait aussi fait Breakfast Club et plein d'autres trucs. Des films qui ont pas forcément tous bien vieilli. Certains mettent un peu mal à l'aise, notamment dans le traitement des personnages féminins ou des personnages racisés. Un grand classique des films des années 80, on va dire que c'était une autre époque. Mais par exemple, Breakfast Club, je trouve, reste un très bon film, très chouette à revoir encore aujourd'hui. Et Ferris Bueller aussi, c'est des chouettes films. Et c'est vraiment, si vous aimez les teen movies, ça fait partie ça fait partie des darons du style, quoi. En tout cas, ouais, folle semaine pour ma part, plutôt la semaine dernière en fait que cette semaine. Enfin un peu les 2 semaines. J'ai eu pas mal de trucs plus ou moins chiants. À savoir déjà un ordinateur qui est soudain en fin de vie. Alors je vais voir s'il y a moyen de. J'y connais rien en ordinateur en fait. En fait, mon ordinateur, ça fait 3 4 ans que je l'ai. Et il fonctionnait très bien, jusqu'ici, mais vraiment très bien quoi. Je n'avais jamais le moindre problème avec cet ordi. Il faisait pas le moindre bruit, il était nickel. Et là, en une fois, d'un coup, un matin, il me fait un bruit de malade, mais genre de ventilateur. C'était un réacteur d'avion, mais d'un seul coup. Je faisais rien de dingue en plus avec. Je regardais une vidéo YouTube. Enfin, il n'y avait rien qui se passait. Et il fait un bruit de ouf et il s'éteint. Et il ne refuse de se rallumer. Il me fait des bruits en morse. Il y en a parmi vous qui ont dû voir, parce que j'ai posté un enregistrement de ça sur mes réseaux sociaux. Il fait un code morse quand je le rallume. Je plaisante pas, hein, il fait vraiment un code morse. C'est la première fois que je voyais un ordi faire ça. Et un code morse qui voulait dire SOS. Voilà, donc c'était quand même, on était sur un niveau d'alerte assez haut. Finalement, il a redémarré sans trop de problèmes. J'ai l'impression, mais j'arrive pas à savoir si c'est dans ma tête ou pas. J'ai l'impression que graphiquement, il est un tout petit peu moins fluide qu'avant. Mais c'est très léger, mais je sais pas, il y a un effet de légère lenteur sur certains trucs. Enfin, je sais pas. Il fait plus de bruit, il a l'air de fonctionner et tout, mais il me stresse un peu et donc je vais voir s'il y a pas moyen. On m'a parlé de changer les barrettes de RAM, des choses comme ça. Mais c'est marrant parce que je pense que c'est un truc, soit on s'est intéressé à ça, soit pas. C'est complètement con ce que je dis. Évidemment que c'est toujours les deux solutions, c'est toujours les deux branches d'une alternative sur n'importe quel sujet. Mais c'est que les ordinateurs, moi, j'ai jamais trop mis les mains dedans. J'ai toujours eu des ordis, enfin depuis longtemps, mais j'ai jamais du tout su customiser un ordi, par exemple. C'est un truc, je me suis jamais aventuré à faire ça. Alors qu'en plus, on m'a souvent dit que c'était en fait assez facile, en tout cas, tant qu'on veut pas faire des dingueries, mais par exemple changer une carte graphique ou quoi, qu'en fait, c'est un truc qui peut se faire, quoi, que c'est pas, ça demande pas d'être un ingénieur. Mais j'ai jamais trop osé m'intéresser à ça. Là, je vais peut-être essayer, parce que quand même, cet ordi fonctionnait très très bien jusqu'à récemment. Donc ça m'emmerde de le changer juste à la première alerte. Donc ouais, je vais voir ce que je peux faire. Mais donc il y a eu ça, donc pendant 2 3 jours. L'ordi était un peu en mode alerte rouge. Bon, là, je parle de ça comme si c'était une aventure incroyable, mais ouais, non, c'est plus que ça m'a interrogé effectivement sur le fait qu'on vit dans un monde hyper connecté. J'enfonce des portes ouvertes, mais que ce soit avec les téléphones portables, les ordinateurs, tout ce qui a trait à Internet, et qu'en fait, on est finalement peu nombreux, même s'il y en a quand même qui savent le faire, mais parmi le grand public duquel je fais partie, on est assez peu nombreux en fait à savoir vraiment comment fonctionnent ces machines. Même, je parle pas de savoir en fabriquer ou quoi, évidemment, mais même juste comprendre un petit peu le fonctionnement de base, savoir changer une pièce, tout ça. En fait, c'est pas si clair pour la plupart d'entre nous, quoi. Et c'est un peu con. Parce que par exemple, on sait tous changer une ampoule, on sait faire des petites réparations chez nous. Alors, peut-être pas de la plomberie de haut niveau, mais voilà, on sait faire un peu de bricolage. Et sur les ordis, c'est con de pas le savoir. Je m'en veux un peu. Je me dis, ouais, ouais, ça vaudrait le coup quand même que je m'éduque un peu là-dessus, à 40 ans. C'est un peu tard, mais enfin, un peu tard, c'est pas tard, mais je veux dire, j'aurais pu le faire avant. Euh, ouais, savoir faire deux, trois petits trucs de base pour pas avoir à changer son ordi dès qu'il y a un problème.
Euh, ouais, voilà, je vais essayer de réfléchir à ça. A priori, mon problème, c'est donc soit la RAM, soit la carte graphique, soit les deux. À voir. Ça, c'était un de mes problèmes de la semaine dernière. Le plus gros problème que vous entendez peut-être encore un petit peu, là vous venez de l'entendre, c'est que j'ai été malade et je le suis encore un peu. J'ai en gros, en fait même, je l'étais pas mal. Là, j'ai pris un arrêt de travail euh, pour quelques jours. Si mes patrons écoutent cet épisode, qu'ils sachent que j'étais réellement malade. Je peux tousser, hein, je peux le refaire. Voilà pour mes patrons. Euh, Désolé pour les autres. Mais non, non, j'étais réellement malade. En fait, j'ai traîné, je pense, une rhume, une rhume. Un rhume, une grippe, pardon, j'ai inversé les articles. Un rhume, une grippe depuis quelques semaines. Ce qui est pas normal d'habitude, un rhume, ça dure 2 3 jours. Une grippe, ça peut durer un peu plus longtemps, mais pas non plus 2 3 semaines. Et, euh, et le truc, c'est que ça fait 2 3 semaines, enfin même plus d'un mois maintenant, en fait, que tous les week-ends, je fais des salons, des dédicaces, des festivals du livre. Ça fait partie de mon boulot d'auteur et c'est cool, hein, je kiffe faire ça. Là, ça s'est bien passé. En plus, je reviendrai dessus après si vous voulez. Si vous voulez. Je pourrais pas savoir si vous voulez, mais je reviendrai dessus après. Et, euh, euh, et ça fait que je continue à bosser à l'hôtel la semaine. En plus, je bosse aussi sur des projets de livres. Enfin, là, je suis plutôt sur des corrections que de l'écriture, mais c'est quand même du boulot. Euh, et tous les week-ends, je suis en déplacement parce qu'en plus, évidemment, les festivals, ils sont pas à côté de chez moi la plupart. Donc, ça veut dire prendre le train, nuit à l'hôtel, tout ça, avec en plus une hygiène de vie qui est pas la même que quand on est chez soi parce que ben on bouffe au resto, on boit des coups avec les autres auteurs, on rentre à moitié bourré le soir en général. Donc, je pense qu'en fait, j'ai un peu tiré sur la corde et que j'ai pas laissé à mon corps le temps de se soigner, quoi, de se soigner naturellement vu que j'enchaînais le travail, les festivals, euh, et puis quand même mon activité quotidienne d'auteur et tout. Ouais, ça a pas laissé le temps à la maladie de se soigner normalement, et donc je me la suis traînée pendant des jours. Donc là, j'ai quand même pris le truc par les cornes, le taureau, euh, et j'ai été voir un médecin, enfin voir un médecin. Putain, alors ça aussi, je pars dans tous les sens, hein, mais j'ai fait une téléconsultation et j'ai pu avoir des médicaments et donc là j'ai un traitement et tout et là ça va vraiment mieux. Je sens que là ça devrait aller. Même si je tousse encore un tout petit peu, mais c'est vraiment beaucoup moins. Et oui, juste, ça faisait longtemps que j'avais pas eu besoin de voir un médecin, en fait depuis 2002 a priori, 2002, 2022, n'exagérons rien non plus. Euh, J'avais pas vu de médecin parce que ça allait. Et putain, c'est quand même devenu très compliqué hein, de voir un médecin. Là, à part la téléconsultation, tous les rendez-vous c'était 3 jours plus tard. Enfin, et là en plus c'était un médecin généraliste. Les spécialistes, a priori, c'est encore pire. C'est quand même ouf. Alors, je le savais parce que ça en parle dans les infos et tout, mais ouais, le service. Alors, c'est pas le service public les médecins, mais les hôpitaux, la santé publique en tout cas, c'est quand même en train de se faire démonter la gueule, quoi. C'est ouais, il y a un truc. Alors je crois que le problème des médecins, de la proximité des médecins et tout, dépasse un peu ça. C'est pas que une question gouvernementale, mais ouais, il y a un problème quoi. Il y a pas assez de médecins, c'est trop bizarre, hein. C'est ouf de pas pouvoir trouver un rendez-vous chez le médecin. Je sais pas. Alors là, ça va sonner. C'est pas vieux con parce que c'est pas du tout contre les jeunes là ce que je vais dire, mais c'est plus contre l'époque. Mais moi vraiment, quand j'étais petit, je me souviens. Enfin, genre quand j'étais malade, ma mère elle trouvait un médecin dans la matinée et c'était normal en fait. C'était comme ça. Je me rappelle même de médecins qui venaient chez moi parfois. J'ai déjà eu le docteur qui vient m'examiner dans mon lit. C'était des trucs. Enfin, genre aujourd'hui, ça me paraît très compliqué de retrouver cette situation. Euh, c'est ouais, c'est bizarre. Alors que on est plus nombreux, mais c'est pas, on n'est pas le double non plus en France. Et ouais, je sais pas, c'est le bordel. Et les services publics, là, pour le coup, de manière générale, sont tous en train de se faire démonter la gueule. L'éducation, c'est un carnage. C'est là ce qui se passe avec les profs, c'est fou. Et c'est en très peu d'années, hein. C'est quand même, ça s'est fait real quick là. Notre président actuel, il a vraiment décidé c'est la terre brûlée derrière lui, quoi. C'est, enfin, je pars sur complètement d'autres sujets. Bon, c'est un Insomnia Club en même temps, vous connaissez, hein. Vous n'êtes pas ici pour des propos très réfléchis et très organisés. Moi non plus. Je suis là pour parler seul. Je suis dans mon canapé avec Ronnie là actuellement.
Et je parle en pensant à vous, évidemment. Mais c'est mon autopsychanalyse. C'est pas, si c'était vraiment une psychanalyse, elle serait pas très intéressante, je pense. Mais c'est plus ma diatribe mensuelle, quelque chose comme ça. Ouais, il y en a à peu près un par mois des Insomnia Club, plus ou moins, peu ou prou. C'est une expression trop peu utilisée, n'est-ce pas, Ronnie? Il est très mignon, Ronnie, en ce moment. Et d'ailleurs, en parlant de Ronnie, revenons à ma folle semaine. Ce qui s'est passé aussi la semaine dernière, c'est que j'ai trouvé un deuxième chat. Par deuxième chat, je veux dire par Ronnie. Parce que Ronnie est un chat que j'ai trouvé aussi. Pour ceux qui étaient là à l'époque, c'est vrai que l'apparition de Ronnie dans ma vie a été documentée sur la chaîne. Je vous renvoie aux épisodes, alors je sais pas trop quelle époque. On doit être dans les épisodes 40-50. Ça doit être dans ces eaux-là que Ronnie apparaît. C'est un chat que j'ai trouvé près de mon travail à l'époque. Il était chaton. Vous pouvez voir Ronnie Chaton dans des vieilles vidéos. Ça se retrouve sur la chaîne. Et bref, cette semaine, en début, enfin non pas cette semaine, la semaine dernière, je me perds. Il est vraiment nul, cet Insomnia Club, je pense. Je pense que ça part vraiment dans tous les sens. N'hésitez pas en commentaire à me dire que ça n'avait aucune espèce d'intérêt, ce n'est pas grave. On sonne à ma porte et c'est le gardien de ma résidence qui arrive avec un chat dans les bras, qui ressemble un peu à Ronnie, mais pas vraiment, mais c'est le même modèle, on va dire. C'est des chats tigrés à dominante blanche et qui me dit, c'est votre chat ça? Je dis bah non. J'ai un moment de doute parce que, enfin, qui dure vraiment une demi-seconde, mais parce que il ressemble vite fait à Ronnie. Et en fait, de le voir apparaître là juste devant ma porte, je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Et très vite, je vois que c'est pas Ronnie, quoi. Et je dis bah non. Et il fait parce que je l'ai trouvé en bas devant la porte de l'immeuble. Il a l'air complètement perdu. Je sais pas quoi en faire. Et un peu sans me demander mon avis, il me le fout dans les bras, alors que ce n'est pas mon chat. Je le répète. Et je dis bah oui, ben je sais pas trop. Il faut et j'ai l'erreur. Enfin, je fais l'erreur de dire la solution, à savoir je dis ben il faudrait l'amener chez un vétérinaire pour qu'on voit s'il a une puce, une micro-puce. Vous savez, les chats, pour ceux qui n'ont pas de chat, euh, les chats aujourd'hui ont la plupart une micro-puce sous la peau qui permet de les identifier. En scannant la puce, on sait à qui ils appartiennent, où ils habitent, tout ça. Ça remplace le tatouage, quoi, en fait. Et, euh, et donc je dis ça. Il fait ah ben ouais, et je vois qu'il veut pas le faire. Et il dit ah c'est ouais mais je sais pas parce que bon sinon je le remets dans la résidence mais il va se faire écraser par les voitures. Et donc une espèce de menace de en gros soit le chat meurt écrasé par les voitures, soit faut l'amener chez le veto mais c'est pas lui qui le fera. Donc en fait je comprends très vite ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il me refoue la responsabilité du chat dans les pattes et que ça va être à moi de l'amener chez le veto parce que j'ai fait l'erreur de dire qu'il fallait l'amener chez le veto. Donc j'allais pas laisser le chat se faire écraser par les voitures puisque c'était la menace. Euh, Bien qu'en fait avec le recul je me dis mais en fait a priori ce chat se baladait dans la résidence, on aurait pu le laisser, il aurait retrouvé son chemin probablement. Mais en même temps le gardien me disait il avait l'air effrayé, il était terré dans l'entrée. Le fait qu'il ait réussi à l'attraper sans le connaître me faisait me dire aussi peut-être que effectivement le chat était perdu. Enfin, euh, bref, j'accepte de prendre le chat, mais ça me fait pas ultra plaisir parce que je me retrouve avec un chat chez moi, en sachant que j'ai déjà un chat. Donc il y a deux chats dans mon appartement. Alors Ronnie est très bienveillant avec les autres chats, c'est étonnant parce que c'est un chat très solitaire au départ, qui vient de la rue comme j'expliquais et tout, mais il est pas du tout agressif envers les autres chats. Et là pareil, il était très curieux mais pas du tout malveillant envers la nouvelle chatte parce qu'en fait c'était une femelle. Mais par contre elle a été très cool avec moi. Elle est venue sur mes genoux, elle se laissait caresser, elle se laissait même porter, ce qui est compliqué avec les chats qu'on connaît pas. Et elle était très cool avec moi. Par contre, elle détestait Ronnie. Dès que Ronnie apparaissait, elle se mettait à feuler. Vous savez, les espèces de sifflements là que font les chats. Elle était ultra agressive. Enfin, alors elle frappait pas. En même temps, elle était beaucoup plus petite que lui. Donc, je pense qu'elle savait qu'elle avait pas grande chance de faire quoi que ce soit. Mais, euh, mais ouais, non, elle aimait pas du tout Ronnie. Donc je me disais, putain, le bordel, je me retrouve avec deux chats chez moi, dont un qui est complètement relou et tout. Donc j'amène le chat chez le veto. Évidemment, le chat n'a pas de puce. Donc pas de puce, pas de tatouage, impossible de savoir à qui il est.
Donc je rentre dans une espèce de campagne sur tous mes réseaux sociaux, sur tous les sites internet et tout, pour essayer de retrouver les propriétaires du chat. Donc je mets des photos, je mets toutes les infos et tout, mais je me dis mais ça va pas marcher. Genre, enfin en fait, je- il y a très très peu de chances que je tombe sur quelqu'un qui puisse m'aider. Et je mets aussi des affiches à la boulangerie, dans les entrées d'immeubles, sur les arrêts de bus et tout, mais j'y crois pas du tout. Et dans ma tête se déroulent déjà des scénarios de putain, je vais me retrouver avec soit je me retrouve avec deux chats, soit ça veut dire qu'au bout d'un moment il faudra l'amener à la SPA. Mais j'avais pas trop j'avais peur de pas avoir le cœur de le faire en fait, de m'attacher au chat et de pas oser l'abandonner en fait quoi. Et même si donner un animal à la SPA, c'est pas tout à fait l'abandonner, mais bon, ça y ressemble un peu quand même. Et donc j'avais très peur de ça. J'avais très peur aussi du fait que c'était une femelle. Et je me dis, putain, ça se trouve, elle est enceinte. Parce que chat qui est pas pucé, qui est pas tatoué, ça veut quand même dire que probablement les maîtres, ils vont pas trop chez le veto. Donc ça se trouve, le chat pas stérilisé, femelle en liberté qui se balade, ça peut très facilement vouloir dire qu'elle est enceinte. Je me dis, putain, de là, en plus, si elle traînait un peu paniquée et qu'en plus elle est très comment dire, elle se laisse approcher et tout, ça peut vouloir dire qu'elle cherche un endroit où accoucher. Donc je me dis, de là à ce que dans 3 jours, je me retrouve avec des chatons chez moi, enfin, je voyais une espèce de vision d'enfer. Et contre toute attente, le lendemain, elle a quand même passé une nuit chez moi. Elle a bien dormi, la nuit s'est bien passée. Ronnie tournait autour, était très très curieux de sa présence, mais ils ont fini par dormir. Et le lendemain, reçu une réponse sur Internet par Facebook, comme quoi Facebook est un réseau qui existe encore. Et d'ailleurs, ça va me mener à ma grande théorie d'après, que Facebook est peut-être le meilleur réseau social. Mais c'est donc oui, j'ai une fille de ma ville a identifié le chat comme étant celui d'une de ses voisines, et donc j'ai pu ramener Skittles, puisque tel était son nom, à sa propriétaire, voilà, à qui j'ai dit que ce serait bien de la faire pucer. La propriétaire avait l'air d'en avoir rien à foutre. Elle en avait aussi un peu rien à foutre que je lui ramène son chat. C'était étonnant. La voisine était beaucoup plus, comment dire, fière de moi, si je puis dire, que la propriétaire de Skittles, qui elle était en mode, ah ben oui, c'est vrai qu'elle avait disparu depuis 2 jours. Oui, ben, peut-être que t'aurais dû t'inquiéter. Enfin bref, Skittles est rentrée chez elle. Je n'ai pas eu à avoir 2 chats. Je ne sais pas si elle était enceinte ou pas, c'est pas mon problème. Donc voilà, tout est réglé, très bien. Au revoir Skittles, c'était une mésaventure pour elle. Ça lui a fait un petit week-end de vacances, on va dire. Et voilà. Et oui, et Facebook, en fait, je pense que c'est le dernier réseau, vraiment réseau social tel qu'on l'entendait au début. C'est-à-dire un truc un peu local où on se donne des nouvelles entre gens qui se connaissent réellement, où ça s'échange des photos, machin. Les autres réseaux, en fait, Instagram, Twitter, alors TikTok, je le pratique très très peu, donc je vais pas me prononcer. Mais Instagram ou Twitter, c'est vraiment des réseaux, ou YouTube, c'est des réseaux de contenu. C'est-à-dire, alors de contenu très différent d'un réseau à l'autre, mais c'est-à-dire où on va publier des choses qui sont destinées en fait à un public de gens qu'on ne connaît pas forcément. Sur YouTube, ben, c'est des vidéos. Sur Instagram, c'est des photos, mais il y a un côté, on vend un peu un mode de vie, on fait de la promo pour nous-mêmes, pour nos projets. On se met un petit peu en scène sur Instagram, même pour des gens qui n'ont rien à vendre entre guillemets. Moi, par exemple, j'ai à vendre mes livres, donc je fais beaucoup ma pub sur Instagram. Mais même quand je parle pas de mes livres, je poste une version de ma vie qui est un petit peu mis en scène. Mais je le fais sans état d'âme. Je dis pas ça en mode c'est mal ou quoi. On le fait tous en fait sur Instagram. Il y a un truc on se met un petit peu en valeur. C'est un réseau où par la forme qu'il a, on va se mettre un peu en valeur, on va se mettre un peu en scène. Twitter, ce qu'on vend, ce qu'on adresse à un public, c'est plus nos opinions, nos punchlines, nos un peu nos prises de parole polémiques. Il y a un truc très dans j'allais dire le débat, c'est pas vraiment dans le débat, hein, c'est plus dans la polémique sur Twitter. Vous remarquez que je ne dis pas X. Et donc, je trouve que tous ces réseaux-là sont des réseaux ouais, de proposition de contenu à direction d'un public. Et là où Facebook est resté ou est redevenu, je ne sais pas, peut-être que c'est l'émergence justement de plein d'autres réseaux qui a fait que Facebook s'est reconcentré finalement sur un truc de vie quotidienne. Et je trouve que Facebook reste finalement aujourd'hui en 2024
le réseau de la famille, le réseau des vrais amis, le réseau des gens de proximité. Là, vous voyez, ben, quand vous voulez retrouver le propriétaire d'un chat dans votre quartier, ben en fait, c'est sur Facebook que ça va se passer, quoi. C'est clairement pas sur Instagram, clairement pas sur Twitter. Twitter, jamais de la vie. Euh, c'est sur Facebook et ça me rend comment dire j'allais pas dire nostalgique parce qu'en fait Facebook on dit Facebook c'est mort machin. En fait c'est pas mort du tout hein. Tout le monde est sur Facebook, même les jeunes. Alors les jeunes ils sont surtout pour Messenger en réalité, mais c'est un réseau en fait où il y a encore énormément de gens inscrits. Certes le public est un peu vieillissant, les jeunes ils vont moins c'est vrai, mais c'est quand même un réseau qui reste très actif et qui à mon avis reste très utile pour ces trucs là et pour les pages associatives, pour plein de trucs comme ça. C'est pas le réseau ou le plus utile pour faire sa pub quand vous avez un truc à vendre, quand vous faites de la musique, du contenu vidéo, de la littérature, peu importe. Clairement, c'est pas là-bas que vous allez rameuter le public. Mais par contre, pour vous, pour votre réseau social, en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment le réseau social au sens propre, quoi, Facebook. En tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Et je trouve que quand on dit Facebook c'est mort, c'est parce qu'on prend l'utilité d'un réseau social sous l'angle de la promotion de quelque chose. Euh, Quand on parle de reach, de clout, de retomber sur les posts, de, de porter des posts et tout ça, euh, en fait, on est sous l'angle commercial. Et là où Facebook est devenu autre chose. Alors, c'est commercial aussi, hein, parce que c'est bourré de pubs et tout ça. Mais c'est pour nous, utilisateurs, je pense que ouais, c'est redevenu un truc de proximité. Voilà, c'est ma réflexion du jour, qui ne va pas très loin, on ne va pas se cacher. Mais en même temps, tout ce podcast, puisque c'est un peu de ça dont il s'agit, ne va pas très loin. Voilà, c'était un peu pour vous raconter tout ça. Est-ce que j'ai des trucs intéressants à part ça à vous raconter? Oui, j'y pense parce que je les ai à côté de moi. J'ai eu un truc rigolo qui m'est arrivé hier, c'est que mes derniers romans, les tomes 3 et 4 du Gang du CDI, ont le droit à des pubs dans les magazines ce mois-ci, dans les magazines Je Bouquine et J'aime lire, qui sont des magazines donc orientés sur la lecture, sur la littérature, pour les enfants et les préados, on va dire. Et c'est marrant parce que c'est des magazines que je lisais quand j'étais petit. C'est des magazines qui sont très vieux, hein, enfin très vieux, que j'ai connus quand j'étais petit, quoi. Et, euh, et donc ouais, ça me fait un petit truc d'être dedans. Alors en fait c'est marrant parce que j'ai déjà été dedans, dans les deux d'ailleurs, pour des critiques. Ils avaient critiqué mes romans, enfin critiqué en bien, hein, mais ils avaient fait une critique de mes romans et une review. Et c'était trop chouette, c'était déjà cool. Mais je sais pas, j'ai du mal à me l'expliquer exactement. Le fait d'avoir une pub pleine page dans ces magazines, ça me fait un truc supplémentaire. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'officialisation, ouais, qui a un côté cours des grands allez, c'est un peu con hein, parce qu'en plus je viens de la musique punk et tout. Genre normalement la pub c'est pas quelque chose que j'adore quoi. L'idée d'être un objet de pub ne devrait pas me plaire. Mais je n'arrive pas à me retirer de l'idée que ouais il y a un truc un peu plaisant, un peu officialisant dans ces pubs, euh, surtout dans ces magazines-là, qui sont des magazines ouais, qui me renvoient à l'époque où j'étais de l'autre côté, quoi, où j'étais lecteur et pas auteur. Et ouais, ça me fait quelque chose. J'ai vraiment du mal à l'expliquer pourquoi ça me fait. Parce que ça me fasse quelque chose, c'est explicable. Voilà, oui, ça officialise que mes romans existent et qu'ils font parler d'eux et tout ça. Mais le fait que la pub me parle un peu plus, enfin me touche un peu plus finalement que les critiques, je saurais pas trop l'expliquer. Peut-être parce que c'est ma première fois aussi que j'ai des pubs comme ça payantes dans des magazines. Euh, Là où des critiques finalement je commence à en avoir eu pas mal et dans des grands médias j'ai eu pas mal de critiques dans Télérama, dans Le Monde, des choses comme ça. Donc c'est pas, je suis pas blasé, hein, ça me fait toujours quelque chose quand j'ai des critiques dans des magazines, dans des médias que j'aime. Mais je pense que oui, en fait, on prend l'habitude, même de choses qui sont en fait exceptionnelles. Parce qu'en fait, c'est exceptionnel d'avoir des critiques de son roman dans des grands médias. C'est un truc, on peut pas totalement s'habituer à ça. Ça reste un truc de fou, en fait. J'ai conscience qu'en tant qu'auteur, alors que je suis très très loin d'être un best-seller, hein, je suis pas du tout Marc Lévy ou quoi que ce soit, mais j'ai conscience que je fais déjà partie allez, peut-être pas du 1%, mais du 5%, quoi. Je fais partie vraiment des auteurs qui ont eu beaucoup de chance, quoi. Et, euh, et,
Et je sais plus où je vais avec ça. Mais oui, mais en tout cas, même si effectivement ça reste exceptionnel d'avoir des critiques et tout, le fait est que oui, après 10 ans de carrière, les critiques, ben, je m'y suis habitué quand même un petit peu. Là, les pubs, c'est ma première fois. C'est ma première fois que j'ai des pubs comme ça dans des magazines. Donc ouais, ça m'a un peu touché. Voilà. J'en suis pas trop fier. En fait, c'est comment dire. Oui, j'ai été touché. Ça m'a fait quelque chose. Et en même temps, je suis pas très fier que ça m'ait fait quelque chose parce que ça reste de la pub, quoi. Donc il y a un côté, oui, il y a un petit côté polémique, quoi. Enfin polémique. C'est un bien grand mot, mais il y a un côté, ouais, c'est pas la pub, c'est un truc critiquable en soi, quoi. C'est un objet culturel à part entière qui est très critiquable, la publicité. Le fait est que voilà, il y a des pubs pour mes livres. C'est quand même cool. Et le Gang du CDI marche bien, quoi. C'est une série qui a une belle vie, qui semble plaire à ses jeunes lecteurs. Là, j'ai fait un salon la semaine dernière. Comme je vous ai dit, j'enchaîne vraiment les salons en ce moment et ça va continuer. J'ai fait un salon à Lille, très belle ville. Je sais pas si parmi vous il y a des Lillois. Je sais qu'il y a des Belges parmi vous et que Lille ressemble beaucoup à la Belgique, paraît-il. Mais j'ai adoré Lille. J'y retournerai bien pour un week-end. Je connaissais pas trop la ville. J'ai adoré l'ambiance, l'architecture, tout ça. Je me sentais super bien à Lille. Et bref, j'étais donc à un salon là-bas qui était très cool, le salon des livres d'en haut. Et c'était la première fois, enfin, c'était la première fois que ça arrivait autant de gens qui venaient me voir avec leurs exemplaires à eux de mes livres, qui les achetaient pas sur le salon, mais qui les avaient déjà. Il y en avait qui étaient en mauvais état d'ailleurs. Et j'adore ça quand on m'amène des exemplaires de mes livres qui ont bien vécu, quoi. Genre, et dont des, j'allais dire des gamins, oui, je peux dire des gamins, qui me ramenaient des gangs du CDI et qui les avaient déjà lus et ou alors qui venaient acheter le 3 et le 4 qui avaient les deux premiers. Et c'est trop touchant, quoi. Et il y avait, je sais pas, il y a eu au moins une quinzaine de personnes comme ça qui connaissaient déjà mes livres, qui venaient me voir avec leurs exemplaires. Et surtout, ouais, du gang du CDI, des jeunes collégiens ou fin primaire qui venaient. C'était trop cool avec leurs parents qui étaient mignons aussi, les parents, parce qu'ils me disaient, ah, vous pouvez pas faire un personnage qui s'appelle comme ma fille, tout ça. Donc j'ai essayé de dire, ah, mais pourquoi pas, sans leur dire que tous les romans étaient déjà écrits. Mais bon, peut-être qu'il y aurait une Jasmine. C'était le papa d'une Jasmine qui m'avait demandé ça. J'essaierai peut-être de placer une Jasmine quelque part, on verra. Mais en tout cas, ouais, non, c'était très touchant. Et en tout cas, je dis beaucoup, en tout cas, ça confirme que le gang du CDI est en train de vivre une belle vie. Le premier tome, on est à 3 rééditions, ce qui est beaucoup. Les autres tomes moins. Le tome 2 a fait une réédition, je crois. Mais c'est normal. Enfin, on a déjà parlé hein, sur les séries. Il y a toujours un décrochage entre le premier et le deuxième. Mais ça vit une belle vie. En plus, là, cette année, normalement, devrait y avoir beaucoup de choses aussi parce il est dans des sélections en fait pour des programmes scolaires. Enfin, pas des programmes scolaires, mais pour des interventions scolaires. Je vous passe un peu les détails, mais en gros, il va bien tourner aussi. Donc c'est cool, moi c'est une série que j'ai adoré écrire, qui est terminée hein, dans l'écriture, qui est pas terminée en publication, mais j'ai fini de l'écrire. On est en train de faire les dernières corrections et de préparer les couvertures des 2 derniers tomes. Mais ouais, j'ai adoré l'écrire et ça me rend trop heureux de voir que le public que je ciblais, à savoir les élèves on va dire, de CM1, fin CM1, quoi, les grands CM1, jusqu'à 5e à peu près, qu'ils ont l'air de kiffer, quoi. Ça a l'air d'accrocher avec les élèves et franchement c'est cool, quoi. Enfin les élèves, les jeunes, pour moi c'est pas des élèves, mais avec les lecteurs, quoi, lecteurs et lectrices. Euh, Ouais, c'est vraiment cool, quoi. J'avais un peu peur, c'était la première fois que je m'adressais à ce public-là. Je me disais peut-être que je vais mal faire les choses. Et puis, en fait, non, je savais que je faisais bien les choses d'un point de vue de mes livres. J'avais confiance dans mes livres. Mais, ouais, je sais pas, en fait, on sait jamais à l'avance si ça va cliquer avec le public. Si ce que nous, on a kiffé, les gens vont le kiffer aussi. Il semblerait que oui. Donc, trop cool. Franchement, trop cool. C'est tout ce que je cherche quand j'écris des livres. Moi, j'ai vraiment. J'ai l'impression que j'en ai peut-être déjà parlé dans un autre Insomnia Club, mais c'est un débat qu'on a souvent avec une pote autrice sur est-ce qu'on veut être quand on met des choses sur la place publique, quand on est artiste, qu'on sort des livres, des chansons, des films, peu importe. Est-ce qu'on cherche à être aimé
Est-ce qu'il n'y a pas cette quête-là que les gens nous aiment, quoi, qui est un truc qui est pas malsain en soi, hein, c'est une quête, voilà. Et je crois que moi j'ai pas ce truc-là, j'ai pas spécialement envie d'être aimé, ça me dérange pas, hein, vous avez le droit de m'aimer, mais c'est pas vraiment ma quête. Moi je crois que j'ai vraiment envie par contre qu'on aime ce que je fais. Pour moi par exemple c'est beaucoup plus important qu'on kiffe mes livres. J'adore là ce qui s'est passé avec le gang du CDI parce que les gamins de sixième, quand ils viennent me voir et qu'ils me posent des questions, ils me posent des questions sur les livres, sur ce qui va se passer pour les personnages, sur est-ce que un tel et un tel ils vont sortir ensemble, machin. Ils me posent pas trop des questions sur moi, sur la vie d'écrivain de ça. Je vois que ça les intéresse pas et tant mieux. En fait, c'est même pas que je vois que ça les intéresse pas, c'est ils ont bien raison de pas être intéressés en fait. Et enfin ils ont bien raison. Je veux dire, c'est ni raison ni tort, mais c'est rafraîchissant en tout cas qui me parle principalement des livres et ça me touche beaucoup. Moi c'est ça que je veux. J'aime que des gens soient comment dire, s'accaparent mes livres, quoi, se les approprient. Il y avait eu un peu ça aussi avec ma série de science-fiction, Les Mondes Miroirs, où peut-être que c'est un peu propre au genre, aux œuvres de fantasy, aux œuvres de science-fiction qui proposent un univers comme ça. Peut-être qu'il y a un peu plus, ça va un peu plus créer chez le public la tendance à s'approprier les œuvres, là où sur des romans plus réalistes, on va peut-être plus chercher du côté de ce qui est autobiographique, de ce que l'auteur a voulu dire, de les thématiques qu'il voulait aborder. Euh, Là où les œuvres de genre, fantastiques, les œuvres d'imaginaire, on va dire, ou les œuvres jeunesse, sont peut-être plus tournées vers le public et vers le contenu précis de l'œuvre, sans qu'on aille vers l'auteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça me correspond bien. J'aime bien ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de créer avec mes romans. Et donc, je suis content que ça se produise avec le gang du CDI. Voilà. Bon, j'ai déjà dit pas mal de trucs. Sûrement rien d'intéressant, mais pas mal de trucs quand même, hein. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end qui va commencer. Moi, je suis encore en arrêt ce soir. Mais tant mieux. J'ai très peu toussé. Je vais retousser une fois pour mes patrons. Voilà. Donc ça tousse encore, hein, quand même, comme vous le voyez, j'ai mérité mon arrêt. Non mais en plus vraiment j'étais pas bien hier et tout. En même temps il y a très peu de chances que mes patrons écoutent cet Insomnia Club, mais c'est quand même la vérité. Je mérite mon arrêt maladie. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine, même d'ailleurs pour une vidéo. Je peux vous dire sur quoi pour remercier ceux qui auront été au bout de cet Insomnia Club. On va parler la semaine prochaine de Kaina of the Great Snow Sea, un manga scénarisé, uniquement scénarisé par Tsutomu Niei, célèbre mangaka, auteur de Blame et de tout un tas d'autres choses dont on a déjà parlé pour Apo-Sims, et qui est dessiné par Itoe Takemoto, et c'est en cours actuellement chez Pika, et c'est pas terrible, voilà, et ça nous permettra de parler de Tsutomu Niei, du statut qu'il a, et de est-ce qu'il mérite vraiment, enfin, c'est pas une question de mérite, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un malentendu, en fait, autour de Tsutomu Niei, un malentendu ou des attentes trop hautes, enfin, je sais pas, je sais pas exactement encore ce que je vais dire, mais je sais pas, je trouve intéressant la carrière de Tsutomu Niei et la perception qu'on en a, parce qu'on a la perception de cet auteur, bon, je vais garder un peu mon propos pour le vrai épisode de la semaine prochaine, mais j'ai l'impression que cet auteur, on en a une perception d'un génie. On attend de lui un truc génial, un truc révolutionnaire à chaque fois, qu'en fait, il n'a fait vraiment qu'au début de sa carrière avec Blame, quoi. Alors, il y a d'autres de ces mangas qui ressemblent beaucoup à Blame, qui sont Abarat et Biomega, qui sont quasiment la même chose que Blame, donc on retrouve les mêmes qualités. Qualité et puis mystère, ce côté un peu incompréhensible, on sait pas trop ce qu'il raconte et tout. Et après, ces séries les plus longues, à savoir Night of Sidonia, Apo-Sims et maintenant Kaina of the of the Great Snow Sea, alors qui est pas longue pour l'instant, mais qui est en cours, qui sont des séries quand même qui représentent en termes de volume une bonne partie de sa carrière, quoi, et qui sont en fait, qui ont des points communs avec Blame et tout ça, mais qui en fait ont déçu beaucoup de ses fans et sont beaucoup plus dans les canons du manga classique sous bien des aspects. Et c'est ce qui déçoit ses fans. Mais en fait, il y a un moment où, dans la carrière d'un artiste, quand le volume de ce qu'il produit représente quand même une partie non négligeable, enfin le volume de ce qui a été critiqué, de ce qui ne plaît pas aux fans, représente une partie non négligeable de son œuvre, il faut peut-être se dire que ça fait partie de son œuvre en fait, et que qu'on ne peut pas résumer son œuvre à la partie qui nous plaît.
Vous voyez ce que je veux dire? J'essaierai d'être plus clair la semaine prochaine. C'est bien, c'était un genre de brouillon là, ce que j'ai dit. Ça me permettra d'améliorer mon propos d'ici lundi. Voilà, vous aurez eu un avant-goût. Je vous remercie. Je vais aller prendre ma dernière dose de médicaments de la journée. Et puis je vous dis à plus. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé comme ça. Ciao, prenez soin de vous.